Bonjour et bienvenue dans cette interview de Catherine Piette. Alors tout d'abord, Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir qu'une experte comme toi réponde favorablement à ma demande et je suis sûre que tu vas apporter plein de choses dans tes réponses. Tout d'abord, euh, Merci à toi, Charline. tout d'abord, Catherine, est-ce que tu peux te présenter ainsi que tes activités, s'il te plaît? Eh bien, moi, je me présente comme une coach en cuisine santé parce que pour moi, faire la cuisine à partir de vrais produits, j'insiste toujours, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas chimiqués, qui est un mot que j'ai utilisé, que j'ai inventé pour dire qu'il n'y a pas de chimie dedans, ni de pesticides, ni d'additifs, etc. Bien, faire la cuisine à partir de ces produits-là, c'est prendre soin de sa santé et préserver son capital santé, voire même l'augmenter. Alors, ce que je propose aux personnes qui sont désireuses de s'engager dans cette voie, ce sont des cours, des ateliers, des formations, alors qu'elles soient en présence ou sur le net, donc en ligne. Je fais des accompagnements individuels aussi. Et donc, par ces accompagnements, j'espère amener les personnes à prendre conscience qu'en fait, elles savent en elles-mêmes ce qui est bon pour elles. Mais très souvent, on l'oublie parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'être, comment dire, de faire confiance à ses ressentis au niveau de son corps. Et si on faisait confiance à ses ressentis, on saurait exactement de manière instinctive ce qui est bon pour nous. Ok, super, merci. Ma prochaine question, c'est un peu en savoir plus sur toi, parce que enfin déjà avec ces quelques phrases, t'as vraiment l'air de connaître plein de choses à propos de la cuisine, du rapport psychologique avec la cuisine, enfin voilà, les produits sains. T'inventes même des mots, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, donc avant de faire des formations comme ça, Eh bien oui, écoute, c'est un parcours assez atypique parce que je me suis intéressée à la cuisine et à ses effets sur la santé dès l'adolescence. Je me rappelle, dès 14 ans, je lisais des bouquins que ma mère avait dans sa bibliothèque. Et ces livres insistaient sur l'importance de manger, l'importance de l'alimentation sur la santé, ce qui n'est pas toujours transmis. En fait, on sait qu'il faut se nourrir, on sait qu'il faut des vitamines, on le sait, mais on ne l'applique pas toujours. Et ça m'intéressait. Et dès l'adolescence, quand je lisais ces livres, j'appliquais les principes sur moi pour voir ce que ça donnait. Cela dit, je me suis pas du tout lancée dans ce type d'études parce que par ailleurs, j'étais passionnée par le cinéma. Et donc, moi, j'ai fait des études de cinéma et de télévision. Et j'ai suivi cette voie-là professionnelle pendant plus de 20 ans, avec beaucoup de plaisir. Et puis, au début, en tout cas, et de moins en moins, au fur et à mesure que je m'avançais vers la quarantaine, je commençais à me demander si ça avait encore du sens pour moi de travailler comme je faisais dans des émissions de télévision qui ne transmettent pas un message qui, moi, me semblait essentiel. C'est-à-dire qu'il faut préserver la terre, il faut préserver sa santé et préserver l'intégrité de l'homme et de la nature. Et donc, la télévision me semblait tellement éloignée de ça qu'à un moment donné, j'ai viré ma cutie et j'ai décidé d'ouvrir un restaurant où j'allais apporter aux gens de la nourriture. Donc, au lieu de leur apporter du divertissement via la télévision, je me suis dit, bah, je vais leur apporter de la bonne nourriture et cuisiner pour eux. En fait, bon, bah, j'ai toujours adoré cuisiner. Depuis l'adolescence, c'était pas seulement une passion pour les livres et la santé, c'était aussi une passion pour cuisiner. Et comme mes amis trouvaient que je cuisinais bien et que j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de m'associer et d'ouvrir un resto, et de commencer en étant mais complètement novice à imaginer. Moi, j'ai imaginé une carte pour mon resto par rapport à ce que je savais faire en cuisine. Donc, un plat du jour, enfin deux plats du jour, une soupe, deux desserts et trois garnitures de sandwich. Et puis, c'était tout ce qu'on trouvait. Mais les gens ont adoré tout de suite. Et quand j'ai commencé il y a 8 ans, c'était assez précurseur la manière dont on avait pensé avec mon associé le concept de ce restaurant qui allait être un concept vraiment
de saison, local, bio si possible, et donc pas de tomates ni de fraises en janvier. On était très strict là-dessus. Et avec beaucoup de légumes. Les légumes étaient le principal ingrédient de l'assiette, si tu veux. Et donc, voilà, à ce moment-là, ben, moi, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je suis dans ma mission, c'est-à-dire nourrir les gens et les nourrir bien. Voilà, ça Ouais. c'était, j'aime bien nourrir les gens et les nourrir bien. Et en même temps, j'avais déjà commencé des ateliers, ils avaient beaucoup de succès, les gens adoraient venir au restaurant dans les heures de fermeture, apprendre les secrets de l'assiette. Et à un moment donné, je me suis sentie vraiment enfermée en fait dans le resto et donc j'ai décidé de revendre. Et après, enfin, après 5 ans, j'ai revendu et j'ai continué la mission que je m'étais donnée, enfin, qui s'était éclaircie, c'est au fil des années, c'était d'apprendre aux gens comment se nourrir mieux. Alors là, voilà, au restaurant, je leur apprenais en leur donnant à manger, en leur vendant des plats et en faisant des formations. Et puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais pas leur apprendre, je vais plus leur donner à manger, je vais leur apprendre comment faire à manger. Et en même temps, en interrogeant mes clients, je me suis rendu compte qu'ils adoraient que je leur apprenne à manger mieux, mais que leur principale frustration par rapport à leur alimentation, c'était un manque de temps. Voilà, j'ai pas le temps, ça me prend des plombes de cuisiner comme tu nous apprends. Je jette plein de trucs dans mon frigo. Je j'ai pas d'idée, alors qu'ils avaient des maîtres de livres de cuisine Oui. sur leur étagère, sans compter que Google est là avec ses millions de recettes. Et donc c'est incompréhensible de dire j'ai pas d'idée, alors que il se suffit de pencher pour ramasser une idée, quoi. Oui. Ça, c'était pour moi très, très étrange. Mais je me suis dit, mais je peux les aider à ça. Je peux les aider parce que via mon parcours au resto, où je suis arrivée en tant que novice amatrice, en fait, hein, j'étais une amateur. Voilà, je cuisinais chez moi pour mes amis, parfois oui, pour 20 personnes sans aucun problème, mais faire un service de restaurant, ça ne m'était jamais arrivé. Des gens qui s'échelonnent pendant 2 heures Oui. et qui demandent une fois de la soupe en entrée, une fois pas, une fois un sandwich. Enfin bon, il m'a fallu apprendre à gérer une mise en place de restaurant, comme on appelle ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un temps donné T, on arrive à servir un repas sans y passer des heures au moment où on doit le servir, quoi. Donc tout ça, toute cette approche-là, eh bien, ça m'a donné l'opportunité de mettre au point ma méthode, une méthode que j'appelle la méthode placard, qui est une méthode pour cuisiner à l'avance des aliments que tu réchauffes ou que tu assembles dans l'assiette au moment où tu veux manger. Voilà, sans que ça te prenne des heures. Mais bien sûr, il faut quand même cuisiner à un moment Oui. donné. Voilà. D'ailleurs, en venant à la méthode placard, c'est vrai que bah, tu as mis un bonus gratuit. Là, j'ai suivi deux trois cours de méthode placard. Euh, Tu pourras me donner un lien qu'on mettra en bas de la vidéo, comme ça ceux qui nous regardent. Avec grand plaisir. On fait comme ça? Trois. Oui, ouais, on fait comme ça. Merci. Donc en bas de la vidéo, dans la description, vous trouverez ça. Ensuite, je voulais Ouais. revenir sur une partie de ta réponse quand tu disais qu'à 14 ans, tu lisais des livres sur la cuisine santé. Alors moi, j'ai beaucoup parcouru ton blog et tes sites, mais j'ai pas vu les références de ces livres. Alors soit je les ai pas trouvés, soit tu peux nous en donner peut-être quelques-unes à l'oral. T'as raison, je les ai pas notés et ce sont des livres assez anciens parce qu'il y a notamment le livre du fondateur de Lima. Toi, Lima, c'est cette grosse boîte belge, enfin maintenant c'est plus belge, hélas, d'alimentation bio. Et au départ, c'était macrobiotique. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Oshawa qui avait écrit des bouquins. Il y a aussi le fondateur de La Vie Claire, Charles-Henri Geoffroy, dont j'ai lu les livres. Et alors, un des livres fondateurs pour moi, en tout cas, ça a été celui de Catherine Kousmine. Voilà, alors Catherine Kousmine, elle est beaucoup plus connue, enfin en tout cas par les jeunes auditeurs, plus jeunes, puisque bon voilà, moi j'ai 53 ans, donc j'étais ado dans les années 70. Et donc, en 80, j'ai lu les livres de Catherine Kousmine, bien dans son assiette, je crois jusqu'à 80 ans et plus. Enfin, il y en avait plusieurs.
Et ces livres, quoique écrits par un médecin, enfin, j'étais vraiment passionnée par ce qu'elle disait et par l'approche. Et donc, voilà, ça, je recommande vraiment à toute personne qui est intéressée par ces rapports entre alimentation et santé, de lire ces livres de Catherine Kosmine. Et c'est une chercheuse qui, dès avant la guerre, avait mis en évidence les liens entre cancer et pesticides. C'est quand même pas courant. Ah oui. Et donc, c'est en faisant ces liens dans sa pratique, hein, parce elle avait eu des enfants atteints de cancer, et donc elle s'était posé des questions, et elle avait fait des études sur les souris, etc., mais très très tôt. Et donc, c'est très intéressant. Alors, cela dit, rien n'est jamais à prendre au pied de la lettre. Ce sont toujours des pistes et des indications parce que la médecine, c'est un art, c'est pas une science exacte. Et donc, il faut toujours s'interroger sur finalement ce que ça fait à soi-même. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur les ressentis. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. La médecine est un art et pas une science exacte. C'est vrai qu'on a trop Ouais. l'impression que la médecine, c'est bah, les médecins ont raison, il faut appliquer. Mais en fait, je te rejoins beaucoup sur l'idée que il faut tester à soi-même, voir ce que ça fait. Enfin, faut pas tester Ouais. n'importe quoi, hein, mais dans la limite du raisonnable, du sans gluten, du Ouais. cru, du cuit, du végétarien, du tout ce qu'il faut. Et voir ce que ça fait et voir notre ressenti. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, j'avais pas vu ça comme ça. Et tu connais certainement ce documentaire qui s'appelle Super Size Me Oui. de Morgan Spurlock à propos de tester et pas tester n'importe quoi. Et c'est intéressant parce que cet homme-là, il a testé le menu Big Mac 3 fois par jour pendant un mois. Mm. Et donc, on voit son parcours parce qu'il s'est fait suivre par des médecins et on voit qu'à la fin, enfin, c'est même pas à la fin du film, mais les médecins lui décommandent de continuer ce régime tellement ses bilans sanguins deviennent affreux. Et donc, c'est vraiment chouette à regarder. Et franchement, moi, j'ai vu ce documentaire, ma gamine, elle avait 10 ans. Ça l'a dégoûté de continuer à aller manger parce que les enfants, ils adorent l'univers fun. C'est ça qu'on leur vend, hein. C'est pas tellement la bouffe, Ouais. c'est le fun autour des hamburgers et des boîtes pour enfants, etc. Et à partir de ce moment-là, elle a refusé d'aller au Ouais. fast-food. D'accord. Oui, c'est vrai que enfin, moi je connaissais pas cette vidéo, c'est en école hôtelière que le prof de sciences, un jour on arrive en cours, hop, vidéo, j'ai oh là, qu'est-ce qu'il va nous sortir celui-là encore? Et en fait, ouais, j'ai découvert ce film et t'as raison d'en reparler, tu vois, je l'avais un peu oublié, mais c'est vrai il est vraiment génial. Ma question suivante, c'est qu'en fait, quand je t'ai connue, je me suis inscrite à la newsletter, c'est tout. Alors moi, j'ai un passé un peu plus professionnel d'expérience, mais par contre, il y a toute une partie que j'avais jamais explorée, je m'étais jamais trop posé de questions. C'est toute cette partie psychologique autour des repas, de la nourriture et tout. Et toi, d'après ce que j'ai vu, tu as vraiment une grande expérience de ça et tu connais beaucoup de choses. Par exemple, j'ai vu que tu avais fait un séminaire il n'y a pas longtemps où tu avais parlé des 7 faim. Alors pour moi, les 7 faim, c'était vraiment inconnu. Donc depuis, j'ai un peu cherché sur Internet et je me suis renseignée. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette psychologie associée à l'alimentation? Parce que c'est vrai que c'est très important. Je me rappelle, nos profs nous disaient que en fait, les personnes expatriées dans un autre pays, ce qui conserve le plus longtemps, c'est leurs habitudes alimentaires. Et c'est là que quand j'ai lu un peu ton contenu et je me suis souvenu de ce que les profs nous disaient, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là eh ben, que je connais pas. Et qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Catherine, s'il te plaît? Et en fait, enfin, il est évident que la nourriture, c'est quelque chose de terriblement affectif. D'abord, simplement parce que c'est un des premiers liens qu'on a avec notre mère. Et c'est forcément la nourriture. Quand on est, on est totalement démuni et on n'est absolument pas capable, même pas capable de ramper pour aller chercher le sein, quoi. Contrairement à d'autres mammifères. Donc on est très très démunis et la nourriture est un vrai lien. D'abord un premier lien forcément vital, et ensuite la nourriture qu'on connaît étant enfant est extrêmement importante
Sans compter, ben, je veux dire, c'est pour ça que je pense on garde les liens avec notre nourriture d'enfance aussi longtemps et si possible jusqu'à la fin de nos jours. Bon, alors il n'est rien que de se rappeler de cette phrase de Marcel Proust à propos de la Madeleine de Commercy. Et donc, en fait, c'est quelque chose de vital pour les gens. Mais alors parfois, le problème, c'est que on n'a pas eu une nourriture appropriée quand on était enfant, parce que soit à cause de privation, hein, ça peut arriver, soit parce que nos parents n'étaient pas informés simplement, hein, parce qu'on ne peut pas toujours leur en vouloir de ne pas avoir été informés. Et on peut avoir été nourri avec de la nourriture industrielle. Et donc, il faut arriver, effectivement, il y a tout un travail là-dessus, à se détacher de goûts qui ont été forgés dans l'enfance, mais de goûts qui ont été aussi euh, pervertis par des additifs chimiques. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, c'est vraiment à la fois un travail sur comment dire, un travail sur l'enfance ou sur ce qu'on a reçu et une rééducation. C'est très difficile. Et donc, je sais, par rapport aux personnes que j'ai en face à face et que j'accompagne, je sais que c'est pas un truc simple. Alors effectivement, avoir des techniques de coaching et d'accompagnement, avoir aussi rendre les gens déjà conscients. Parce que les sept fins, c'est ça, c'est la pleine conscience de finalement, j'ai envie de manger, pourquoi? Est-ce que c'est mes cellules qui ont faim ou est-ce que c'est mon cerveau qui est triste et qui est nostalgique et qui a besoin de replonger dans la nourriture de l'enfance? Celle où j'étais choyée, celle où j'étais entourée, celle où j'étais ben voilà, dorlotée. Donc c'est sûr que l'alimentation, c'est tellement, c'est transversal hein, dans notre vie. Et moi, je fais souvent la comparaison entre la cuisine et la vie. Le lieu, hein, le lieu de la cuisine, la manière dont on arrive à manger et à préparer des repas, et la manière dont on arrive à mener sa vie. Je ne vais pas dire contrôler parce que j'aime pas ce terme. Je trouve qu'il ne faut pas contrôler, mais à mener sa barque dans sa vie. Quoi. Comment est-ce qu'on mène sa barque dans sa cuisine? Comment est-ce qu'on arrive à tirer parti des aliments, à être créatif, à sauter sur les occasions, à décider de changer et comment on fait ça dans la vie? Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, c'est vraiment très complet ta réponse. Merci beaucoup. Voilà. Comme je l'avais dit avant de te poser la question, moi j'en connais peu là-dessus. Toi, t'en connais beaucoup, tu nous as donné un petit aperçu et c'est vraiment super. Euh, une question vraiment pratique. Voilà, parce que je me rends compte il y a vraiment de plus en plus de gens qui se rendent compte de ce que tu viens de dire. L'industrie, enfin des aliments chimiques, voilà, l'industrie agroalimentaire, les fast-foods, tout ça, c'est pas bon. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même à se dire bon ben là il faudrait justement que je cuisine et que j'arrête d'acheter tous ces produits-là, mais j'ai pas le temps. Comment trouver le temps? Enfin quel est ton petit conseil aux personnes qui se disent ces choses-là? Et mon petit conseil par rapport à ça, c'est de nouveau une introspection. Parce que bien sûr, je pourrais donner des trucs concrets en disant, voilà, ben écoute, enfin la méthode placard, c'est ça, hein, c'est un truc concret, c'est-à-dire que tu prépares en gros et tu crées proactivement des restes, on va dire. Tu vois, reste, c'est pas un mot très joli dans la langue française, c'est plutôt péjoratif. Hein, oh, je mange des restes, ça n'est jamais très valorisé. Alors qu'en fait, c'est la bonne technique, c'est de faire des restes et de faire trop à manger et de réchauffer, de déguiser, de glamouriser, de customiser tes restes pour que tu n'aies pas l'impression de manger trois fois la même chose. Ça, et même il y a des gens qui me disent oh, moi je m'en fous de manger trois fois la même chose, c'est très bien comme ça, et gagnent encore plus de temps. Mais c'est vrai que je comprends, la variété est importante. Mais la première chose qu'il faut se poser, je trouve, hein, c'est si j'ai pas le temps et que j'estime que cuisiner est important, pourquoi est-ce que je ne prends pas le temps de ce qui est important pour moi? Voilà. Donc c'est quoi les grosses pierres que je mets dans mon agenda? C'est-à-dire c'est quoi
qu'est-ce qui est important dans ma vie? Est-ce que c'est de passer 2 heures de trajet? Alors parfois, on est obligé de passer 2 heures de sa vie dans les trajets. Mais alors, est-ce que je ne peux pas mettre à profit ces trajets pour faire mes menus, pour réfléchir, pour faire ma liste de courses? Je veux dire, parce qu'on me dit, oui, mais j'ai pas le temps de faire des plannings. Bah oui, mais quand on fait 2 heures de trajet, on peut y penser, même si on est debout, accroché à une rampe, on peut penser à ça. Et puis après, on peut vite, ou bien dicter dans son téléphone. Il y a plein de manières de réfléchir. Est-ce que c'est pas une chose que je vais remettre au centre de ma vie? Tu vois, alors on fait du sport, on regarde la télévision, on va sur Facebook, on va boire des verres avec des amis, et tout ça c'est super. Mais si pour toi la cuisine et ta santé sont tellement importants, pourquoi est-ce que tu ne prends pas le temps, tu ne prends pas des plages de temps nécessaires pour ça? Ça, c'est un travail que je fais préalablement avec les personnes aussi, en leur disant, écoutez, enfin, celle qui achète ma formation euh, Cuisine Santé Académie, évidemment, ces personnes-là, elles ont décidé de mettre la cuisine au centre de leur vie. Et d'ailleurs, elles me l'ont dit. Elles m'ont dit, cette année, pour moi, c'est important de remettre la cuisine dans ma vie. Et donc, je vais y accorder, je vais faire de la place dans mon agenda pour ça. Mais les autres personnes qui sont encore à un stade avant où elles viennent juste suivre un cours de cuisine, ou elles viennent juste suivre un coaching avec moi, je leur dis, c'est important de prendre conscience de ça et de mettre du temps pour cuisiner, mais aussi de mettre du temps pour acheter et pas seulement de se dire, je fais ça en 2 heures. Enfin, ça peut être sur Internet et on peut acheter des très bons produits sur Internet. Hein. C'est pas ça. Mais je ne dis pas qu'il faut passer une demi-journée par semaine à faire des courses, pas du tout, mais il faut repenser son système de courses, de préparation de repas et se dire, c'est important pour moi, alors j'accorde du temps à ça. Voilà. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire à la fin. Je suis d'accord avec toi que pour les gens, la cuisine, c'est juste la préparation de la recette. En fait, non. Oui, La cuisine, oui, ça part du qu'est-ce qu'on mange, avoir l'idée, s'organiser, faire les courses, les ranger, faire à manger, oui, faire la vaisselle, mettre la table. C'est pour ça qu'en fait, ça prend du temps et je pense que se rendre compte de toutes ces étapes, déjà, c'est un premier pas. Et ensuite, comme oui. tu viens de le dire, il faut optimiser tout ça et faire des choix. Alors oui, celui qui aime la cuisine, ça va pas déranger d'aller faire ses courses au marché le samedi matin et d'y passer 2 heures parce que c'est un plaisir. Une personne qui a moins envie de cuisiner, enfin de passer du temps, elle fera un drive, mais l'essentiel c'est que ça convienne à tout le monde et de Oui, cuisiner et quand même. puis aussi, il faut pas oublier, bon, il y a des solos, évidemment, quand on est solo, il faut aussi se donner la permission de se gâter par rapport à la cuisine, hein, parce que très souvent, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de préparer à manger quand on est tout seul. Donc, il y a déjà une réappropriation par rapport à ça. Et puis, quand on est une famille, c'est un projet de famille, hein, souvent. Je veux dire, très souvent, c'est une mère ou un père qui décide d'upgrader sa cuisine, mais pour lui, mais c'est aussi pour ses enfants, sa compagne ou son compagnon. Donc, franchement, à ce moment-là, il y a une discussion de famille, et ça, j'incite les participants à l'académie à le faire. Il y a une discussion de famille à avoir sur les goûts, les dégoûts, les envies et la participation à la cuisine, que ce soit en mettant la table, comme tu dis, ou en rangeant les courses, en aidant à ranger après le, le travail, la préparation, le repas. Parce que je rigole parce que, bon, un de mes grands mentors, c'est Tati Loers, qui est une Belge qui a beaucoup insisté sur, et ça je l'ai découverte plus tard, hein, je n'en parle pas parce qu'à l'adolescence, ben, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte plus tard en cherchant des recettes. Voilà. Et je suis tombée sur son site, je me suis rendu compte que c'était une Belge qui avait une mine de renseignements sur les rapports entre santé et alimentation. Puis je l'ai rencontrée et elle, dans tous ses livres, elle dit il ne faut pas passer plus de 20 minutes à préparer un repas, à faire la cuisine, voilà, par jour. Mais alors moi je me dis, je suis super rapide, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'astuces, et moi ça me prend quand même toujours plus que 20 minutes. Ouais. Alors un jour je l'ai coincée, je lui ai dit, Tati, je voudrais bien que tu m'expliques comment toi tu arrives à faire des repas en 20 minutes. Elle me dit, oui mais 20 minutes c'est le temps que je mets à réchauffer quoi. À réchauffer et à cuire quelque chose avec tout ce que j'ai préparé avant et à sortir les trucs et à les mettre sur la table. Et d'ailleurs, je ne fais jamais de purée. Si mon fils et mon mari ont envie de purée, eh ben, ils ont des pommes de terre dans leur assiette, ils ont du beurre là, du sel là et de la muscade là, et ils n'ont qu'à faire la purée dans leur assiette.
Ben oui, ok, j'ai compris. Donc, tu vois, en fait, c'est un petit peu chacun aussi en fonction de ce qu'il pense. Et elle me dit, moi, de toute façon, je fais l'input et mon mari fait l'output. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Elle dit, ben moi, je mets les trucs sur la table, j'ai préparé avant, etc. Et elle ne comptait pas le temps qu'elle avait préparé avant dans son temps de repas, hein. Ouais. Et son mari s'occupait de tout le reste, c'est-à-dire de la vaisselle, du rangement après, etc. Alors oui, ok. Donc voilà, je dis, bon. Ça va, c'est 20 minutes, c'est juste prendre le temps, effectivement, où tu rassembles les choses et Ouais. tu assembles et tu mets sur la table. Ok. Pour en revenir à ce que tu dis là sur le temps de préparation des repas aussi, je pense qu'en fait aussi dans la tête des gens, on a du mal à quantifier le temps qu'on met pour faire des choses et on s'imagine toujours en fait pouvoir faire plus parce que, alors je sais que toi t'es en Belgique, nous on est en France, mais en fait on a peut-être le même problème, c'est qu'on nous présente tellement la cuisine étant comme la haute couture, de la gastronomie, des choses comme ça, et en fait on voudrait tellement faire ça, mais on se rend compte que dans le quotidien c'est pas possible, et c'est vrai qu'on peut être découragé à se dire ah oui, mais en fait, ah oui, bah, Ouais. les repas, c'est ça. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je râpe plus les carottes. Les carottes, si on veut en manger en entrée, un peu comme ce que tu disais, bah, je les mets sur la table entière ou coupées en deux avec de la vinaigrette, parce que je me dis, ça prend combien de temps de râper des carottes, de laver le robot, de le faire sécher, de le remonter, alors qu'en fait, ben, on a le croquant, on a le goût, on a tout ce qu'il faut. Donc, Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un truc sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la simplification ou la simplicité et le fait que c'est pas parce qu'une recette n'a pas de nom qu'elle est pas bonne. Et que il faut pas s'encombrer. Alors c'est vrai que là, on a tellement d'émissions de télévision, des magazines. Il y a une survalorisation de la cuisine spectacle, je vais dire. Et alors chez soi, on se sent un peu démuni, on se sent un peu pauvre quand on met effectivement des carottes à croquer sur la table en entrée et une omelette, du pain et un reste de soupe. Et alors, on se sent dévalorisé. Alors que si ce sont des aliments de valeur, des œufs avec des poules provenant de poules qui sont nourries normalement, je veux dire, enfin, normalement, et qui ont pu aller picorer, manger des vers et une soupe de légumes bio, fraîche ou simplement qui a 3 jours mais qui a été conservée correctement au frigo. Écoute, c'est merveilleux, quoi. Et ça a plein de goût et c'est très valable au niveau de la santé. Donc, voilà, moi, j'essaye de calmer les gens aussi par rapport à ça et au fait que on peut très bien manger très, très simplement et que c'est très valable pour la santé et qu'on fait la cuisine spectacle quand on a le temps et quand on a l'envie. Voilà. ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et c'est super. Une des dernières questions, ce serait que peut-être j'ai oublié un thème dans mes questions, parce que le thème de cette interview, un peu, c'est comment aider les gens à cuisiner, comprendre la cuisine, voilà, pour les personnes qui voudraient se mettre à la cuisine, comment s'organiser. Alors peut-être que j'ai oublié une question, mais toi tu voudrais parler de quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé. Attends, alors je réfléchis parce que pour moi, ben, on a abordé effectivement l'importance de se dire que si on veut du temps pour cuisiner, il faut aussi réfléchir à mettre son temps, les courses, les bons produits, peut-être rajouter un petit truc sur mais qu'est-ce que c'est que ces bons produits dont je parle? Alors, j'essaye de ne pas mettre l'importance sur le bio, mais en même temps, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais le bio, tu sais, c'est pas le bio. Est-ce que c'est vraiment bio? Est-ce que ça a vraiment de la valeur de payer plus pour des aliments dont on n'est même pas certain que finalement ils ont moins de pesticides? Parce que tu sais, le champ du voisin, hein, il reçoit des pesticides. Alors pourquoi est-ce que le champ bio à côté du champ du voisin qui reçoit des pesticides, il serait... D'abord, je rassure les gens et je leur dis, il n'y a pas des contrôles bio qui sont très 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 sévères pour rien. Et ça, j'en parle à l'aise parce que en tant que restauratrice, je me suis fait certifier bio. Et donc, j'ai vu
la démarche que c'est, d'abord. Bon, moi, j'étais distributrice, donc je n'étais pas une productrice. Mais n'empêche que, je devais payer moi-même pour le contrôle. Donc, c'était plus de 1 000 € par an. Et je sais que pour les producteurs, c'est encore plus cher. Ensuite, que je me faisais contrôler de manière aléatoire, sans préavis, plusieurs fois par an. Qu'on venait regarder dans mes étagères, dans mon frigo, mes produits et qu'on ponctionnait les produits pour les contrôler. Et donc, j'avais après, et qu'on me demandait aussi s'il n'y avait pas des produits que je vous. Alors, il y avait des produits, je ne me demandais pas mon avis pour les contrôler. Et puis d'autres, on me disait, tiens, est-ce que vous avez des doutes sur quelque chose ou que vous voulez être certain en me disant, par exemple, les mélanges de fruits secs, c'est parfois provenant de Turquie, on n'est pas toujours certain, ou provenant d'en dehors de l'Europe, parce que les produits qui proviennent de l'Union européenne sont parmi les plus sûrs au niveau bio au monde. Alors, il y a aussi une chose que je veux dire par rapport au bio. Si on a besoin de certification bio, c'est parce qu'on n'est pas toujours au plus près des producteurs. Si vous êtes dans une région avec des producteurs que vous pouvez aller trouver, qui vendent leurs produits à la ferme ou sur des marchés, vous pouvez alors les interroger les yeux dans les yeux. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais tu sais, j'ose pas demander parce que c'est quand même, ils vont pas vous manger, hein, les gens. Si vous leur dites tiens, est-ce que vous utilisez des produits pour protéger vos cultures en cas d'invasion d'insectes ou en cas de problème. Et en général, vous voyez vite la différence. Et puis, vous voyez, c'est là ils vous regardent dans les yeux en vous répondant. Et puis, parfois, il y en a qui disent, bah oui, parce que sinon, moi, je perds ma récolte, donc j'utilise, mais le moins possible. Et il faut aussi soutenir ces agriculteurs-là, et il faut les soutenir en leur disant, moi, c'est ce que je fais, je dis, mais c'est super, je suis contente que vous faites de l'agriculture raisonnée, je trouve ça chouette. D'ailleurs, moi j'ai un peu l'habitude des jardins et des cultures, donc je vais voir de mes yeux parfois quand je peux, et je vois s'il y a des mauvaises herbes dans les cultures, je sais qu'il n'y a pas de produits chimiques, quoi. Voilà. Donc ça c'est déjà un indicateur, mais en même temps, les gens, ils aiment bien quand on s'intéresse à ce qu'ils produisent. Et donc, ils sont fiers aussi d'expliquer que non, ils mettent le moins possible de produits, ils essayent de nourrir leur porc avec la nourriture qu'ils produisent eux-mêmes. Enfin bon, il y a quand même une démarche chez les agriculteurs d'être fiers de ce qu'ils font. Donc, ils vous répondront assez facilement produit, pas produit, vaccin, antibiotiques pour les vaches ou pas. Enfin, voilà, vous le saurez. Mais quand on est loin, quand on est en ville, qu'on n'a pas d'intermédiaire, le label bio, c'est une certitude. Donc voilà, c'est ce que je réponds aux gens par rapport au bio et je trouvais ça important de le dire parce que c'est une démarche, hein. On n'est pas obligé de prendre tout en bio. On peut commencer par le bio de supermarché. Tout ça, c'est valable, mais il faut toujours se poser la question sur mais d'où vient ma nourriture et comment est-ce qu'elle est produite? Est-ce qu'elle est produite de manière à respecter la terre et à assurer la pérennité de la terre ou est-ce qu'elle est produite en épuisant la terre? Voilà, pour moi c'est important. Oui, c'est vrai que c'est une autre dimension. Quand tu parlais des gens de la ville qui achètent du bio parce que justement ils ont pas moyen d'aller directement à la ferme, j'habite aussi en ville et je trouve que pour ça il y a quand même le marché. Les marchés en ville qui Oui, sont. Enfin, même si je me rends compte qu'au marché en fait il y a de tout. En fait c'est il y le a de marché tout. un peu supermarché parce que j'ai. Alors ça fait 6 ans que je vais au même plus 10 ans que je vais au même marché. Au début, je croyais que c'était tout beau, tout rose et qu'il y avait que des producteurs. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y a des producteurs et il y a aussi des gens qui vont au. Nous, ça s'appelle le Chez MIN, les le marché grossistes, international, oui. voilà. Et avec leurs camions qui vont directement au marché et qui vendent ça comme si c'était producteur. Et, C'est très et je- intéressant ce que tu dis parce que qu'est-ce qui est important? C'est la longueur. Tu es là depuis 10 ans et donc au fur et à mesure que tu fréquentes le marché, tu perçois la différence entre les gens qui vont aller chez le grossiste et qui vont ramener aussi des légumes et des fruits hors saison qui sont produits ailleurs, là où il fait beau quand chez nous il fait pas beau. Et c'est sur la longueur que tu t'es aperçu de ça, tu vois. Donc, en fait, comme pour toute chose que tu fais, ce n'est que en le faisant et en le répétant
que tu peux affiner ta perception, affiner tes compétences par rapport à devenir une bonne acheteuse. Donc, c'est une voie aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est pas en faisant une fois quelque chose que on arrive à devenir compétent, expert et, et plus affiné par rapport à une technique ou une compétence qui est celle de bien acheter. Donc, bravo à toi. Merci. Quand tu parles de bien acheter, ça me fait aussi penser à un autre sujet que, enfin, moi j'ai découvert aussi. En fait, quand j'étais petite, voilà, mes parents ils allaient en course. Je me rappelle, ma mère elle prenait la liste, elle disait, oh là là, combien ça nous coûte, enfin voilà, en se disant, oh là là, c'est cher les courses, c'est cher les courses. Aujourd'hui, quand je vais au marché, alors oui, c'est cher, ça coûte son prix, mais par contre, quand je paye des endives, je sais pas moi, 2 ou 3 euros le kilo, je sais que c'est plus cher que le supermarché, mais je sais à qui va mon argent, je sais que cette personne, elle vivra bien, je sais que cette personne à Noël fera des cadeaux à ses enfants, parce que je trouve qu'en France, on a un problème aussi un peu avec l'agriculture, donc surtout avec l'élevage des animaux et les porcs. Tous les gens disent, oh là là, je suis d'accord avec les agriculteurs, ils gagnent pas leur vie, mais par contre, tout le monde va au supermarché à regarder les prix. Donc T'as là, je raison. trouve qu'il y a vraiment un problème, alors que moi, j'ai vraiment appris ça au marché. C'est quand je paye quelque chose un peu plus cher, donc déjà, comme tu l'as dit, faut poser des questions pour savoir si c'est de la qualité. Mais voilà, comme tu dis, ça se voit vraiment quand la personne te répond, ça se voit si elle a les mains pleines de terre, enfin sous les ongles, t'as Mais toujours de la terre, oui, t'as des signes qui trompent pas. c'est vrai. Et puis même la manière de s'habiller, alors je dis pas que les paysans s'habillent mal, mais tu vois toujours que voilà, il y a la paire de bottes pas loin, il y a le jean un peu plus ou moins plein de terre, enfin bon, ça se voit. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, voilà, j'ai vraiment l'impression de dépenser mon argent dans le bon sens de mes convictions en allant au marché, même si je paye un peu plus cher, je me dis que de toute façon, cet argent-là, il, il doit être dépensé, donc autant que ça aille à des gens qui font leur travail, qui le font bien, qui donnent du cœur. Parce que moi, le jour où, je sais pas, pareil, par exemple, si je vends mes légumes, j'aimerais bien que mon travail soit reconnu. Et je suis contente de reconnaître justement le travail de ces gens et pas de soutenir les multinationales qui exploitent un peu les gens, que ce soit de la caissière à la personne qui sert au drive, que ce soit l'agriculture, voilà, Oui. qui jette sa production parce que ça vaut pas le coup de la vendre. Enfin, je trouve qu'il y a cette dimension-là aussi que moi j'ai découvert en tout cas. Oui, tu as tout à fait raison. Et ce que je dis aux gens qui n'aiment pas faire les courses et pour qui c'est une corvée, c'est que peut-être que leur inconscient ressent ça parce que aller faire ses courses dans un endroit fermé, sans lumière du jour, avec des néons, des produits étalés sur les étagères qui ont déjà vécu, transporté, enfin, fait des milliers de kilomètres, des légumes dont on ne sait pas d'où ils viennent. Enfin, c'est pas étonnant finalement que ça soit vécu comme une corvée par la plupart des gens. Je dis, si vous alliez au marché, ne fût-ce qu'au marché ou à la rencontre des producteurs, comme il y a quand même plein maintenant de structures qui le permettent, hein, on va pas enfin, voilà, je veux dire, que ce soit les magasins à la ferme, les marchés de producteurs, les marchés traditionnels, les regroupements de producteurs sur les plateformes Internet, etc. Ben, je veux dire, on a un tout autre rapport avec la nourriture, quoi, et effectivement avec les gens que tu payes vraiment. Et j'ajoute à ça que on ne connaît pas, on ne paye pas en supermarché le vrai prix de la nourriture. On ne paye pas parce qu'on ne paye pas le prix de l'environnement, on ne paye pas le prix de l'eau que l'on gaspille ou que l'on pollue. On ne paye pas tout ça et parce qu'on me dit aussi le bio est plus cher. Je dis oui, mais quand tu payes ça, toi au moins tu payes le vrai prix de la nourriture. Toi aussi, quand tu vas au marché, que tu payes un producteur qui fait son travail honnêtement sans épuiser la terre et sans épuiser les ressources, tu payes ce prix-là, tu payes le vrai prix de la nourriture. Alors il faut décider. C'est de nouveau comme le temps en cuisine. Il faut décider que c'est une démarche que l'on fait et pourquoi on vit pour ça. Bon, voilà. Donc c'est très, ça va très loin hein, finalement la nourriture. Oui, oui, enfin, voilà. Comme je disais au début de cette interview, le côté psychologique, je l'ai expérimenté moi au fur et à mesure des années. Voilà, parce qu'il y a 10 ans, j'allais aussi dans les supermarchés et qu'après l'école hôtelière, ces profs ont su me transmettre l'amour du produit en fait.
Et donc, enfin, de là découlent toutes mes habitudes que j'ai prises. Et c'est vrai qu'avec toi, j'ai découvert aussi encore un stade supplémentaire psychologique que tu as très bien parlé dans l'interview. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec toi. Pour terminer cette interview, au début, tu nous as parlé de cuisine santé organisée. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui seraient intéressés? Enfin, comment ça se passe? Où c'est qu'on peut le trouver? Comment tu le vends? Voilà, tu nous donnes le lien, tu m'envoies de la Euh, vidéo. oui, en fait, mais dès que les personnes s'inscrivent, je vais donner un lien pour pour 3 vidéos pour apprendre à mieux s'organiser. Et les personnes qui décident de s'inscrire à ces vidéos, eh bien, elles seront inscrites dans ma liste et elles recevront d'ici quelques semaines. Et c'est une fois par an, hein, pour les personnes qui découvriront cette vidéo dans quelques mois. Une fois par an, j'organise, ce sera peut-être un peu plus dans l'avenir, mais là, pour l'instant, c'est une fois par an, j'organise une rentrée académique dans cette académie cuisine santé parce que j'accompagne les gens sur un an. Et donc, c'est vraiment pour un changement profond parce que je sais aussi que changer quelque chose, hein, on en a parlé, d'aussi profond que la nourriture, qui est à la fois affective, qui est à la fois tellement ancrée dans notre vie, ben, ça se fait pas comme ça en me disant ah ben, je vais changer. Il y a tellement de choses, que ce soit au niveau de l'organisation de la planification des menus, que ce soit au niveau de la liste de courses, que ce soit au niveau de la manière de concevoir son menu, d'astuces de cuisson, d'astuces de cuisson saine, de manière de préparer les légumes, d'introduire des légumineuses dans sa vie pour varier plus. Eh bien, tout ça, ça prend vraiment plusieurs mois et c'est plus facile quand on découpe toutes ces tâches, toutes ces actions en tout petits pas. Et ces petits pas, ben, il faut en faire plusieurs. Et c'est comme ça qu'un jour, on se retrouve en Chine en étant parti de Vilvoorde, pour paraphraser Jacques Brel, un grand Belge. Et donc, parce que le plus dur, c'est pas d'aller en Chine, c'est de faire le premier pas pour quitter Vilvoorde, qui est une ville à côté de Bruxelles. Et donc, voilà, c'est le premier pas qui coûte toujours. Et c'est tous ces petits pas les uns après les autres. Et donc, moi, j'aide à faire ce premier petit pas et puis j'accompagne les autres. Et donc, c'est un programme de vidéos en ligne. Donc, c'est sur une plateforme. On reçoit les vidéos les unes après les autres, module par module. Et chaque module euh, parle d'un sujet précis. Et dès le début, avec la pratique, on est emmené dans cette méthode placard grâce aux recettes qui sont proposées. Et petit à petit, on apprend à construire sa liste de plats préférés, à construire son menu, à avoir plus d'idées, à devenir plus créatif, à mieux faire ses courses, à utiliser des légumineuses, à cuisiner des animaux entiers. Ah oui, parce que ça, souvent, on a peur de cuisiner un poulet. Comment est-ce que je vais faire? Je ne saurais jamais le découper, c'est pas possible. À acheter un poisson entier, alors que acheter des aliments entiers, c'est aussi ou un gros légume. Enfin bon, parfois je pense aux petits marrons, des choses comme ça, aux petits ronds. Ben c'est aussi faire des économies parce que voilà, il faut pas se leurrer, hein. On croit souvent, on parlait du moins cher, mais les produits manufacturés sont pas moins chers, hein, sur les étagères des supermarchés. Quand tu t'aperçois à qualité égale faire soi-même ses aliments, enfin à qualité égale ou supérieure, faire soi-même ses aliments, c'est pas plus cher. Voilà. Donc tout ça, ben, tout cet accompagnement-là, il est à trouver sur cette plateforme. Et donc inscrivez-vous sur les vidéos ici en bas et vous serez automatiquement avertis. Et puis Charline, tu parlais de newsletter au début. Et ça me fait plaisir. Et tu as souligné à quel point tu avais chaque fois du contenu dans ces newsletters. Et c'est ce que moi, j'essaye de faire semaine après semaine. C'est donner du contenu par rapport à la cuisine et par rapport à tout le reste. Parce que notre vie, c'est la cuisine, c'est la vie. Et il y a de correspondances entre notre vie et notre cuisine. Oui, c'est vrai que moi je me suis inscrite à ta newsletter en disant bon, bah, je vais recevoir des recettes. Et en fait, non, c'est pas des recettes que je reçois, c'est voilà, ce que tu dis, tout ce qu'il y a autour de la cuisine. Et j'ai été prise au jeu et à chaque fois, j'attends la newsletter, je l'ouvre et je la pique.
Ah, super, merci beaucoup. Donc, Merci. merci Catherine pour cette précision sur la formation. Donc, tu parlais de la rentrée, donc le mois de septembre-octobre, c'est ça? Tu vas faire un Oui, c'est lancement? ça. Il y aura de nouvelles vidéos de découvertes à propos de tout ce que c'est ce concept de la cuisine placard, comment déjà rien que ces 4 vidéos, ça vaudra la peine pour justement apprendre, en plus des 3 vidéos qui seront proposées, donc c'est vraiment gratuitement comment arriver à mettre en place des nouvelles actions dans sa vie et ces nouvelles actions par rapport à la cuisine. Parce que le tout, c'est pas de savoir, c'est d'agir. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses voilà, très très pertinentes de ta part. On sent vraiment que tu as du vécu, que tu as une expertise et que tu as beaucoup de choses à apprendre à tout le monde. C'est vraiment génial. Je te remercie Merci, beaucoup, Charline. Catherine. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, cette interview, pardon. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Catherine, dont vous trouverez aussi l'adresse dans la description. Et voilà, sur le blog Menu Hebdo, voilà. On a passé un super moment entre Catherine et moi. J'espère que vous aurez aussi beaucoup de plaisir à regarder cette interview. Et pour ceux qui m'écoutent là actuellement, eh ben, félicitations parce que vous avez regardé l'interview jusqu'à la fin. Vous avez fait donc le plus simple du travail. Ben maintenant, à vous de mettre en application tous les bons conseils que vous avez retenus. Je vous remercie beaucoup. Catherine, un petit mot pour la fin. Eh bien, merci à toi, Charline. Tu m'as contacté comme ça, tout à trac un jour, et j'ai trouvé que c'était aussi formidable ce que tu faisais. J'adore ton menu hebdo. Je trouve ça super, et j'essaye de relayer tous tes conseils parce qu'on est vraiment complémentaires. C'est super chouette. Merci à toi. Ok, c'est génial. Allez, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle interview, une nouvelle vidéo sur le site de Catherine. Ciao!